Alors, apprendre à écrire à l'école, je vais vous parler d'écriture, je vais vous parler de monde scolaire, puisque j'ai enseigné pendant longtemps à l'école primaire, et puis maintenant, je forme des enseignants. Et en particulier, j'ai travaillé à l'école sur l'écriture beaucoup. Et puis, il se trouve que j'écris moi également, moi aussi, donc mon intérêt a été dans ce sens. Alors, je vais commencer par une toute petite polémique qui avait fait naître des cours chez moi d'ailleurs. C'est d'un côté des scientifiques qui disent, comme l'opinion publique, comme le sens commun, on pourrait dire, on n'apprend que par la démarche scientifique. On n'apprend que par la connaissance rigoureuse qu'implique la démarche scientifique. Et puis, il est intriguant de lire ensuite Jérôme Brunner, le grand psychologue américain, qui dans un livre tout à fait magistral qui s'appelle « L'éducation, entrée et dans la culture », qui dit l'école ne se préoccupe que de démarches scientifiques et elle laisse tomber complètement tout ce qui est pensée narrative, tout ce qui est démarche narrative, tout ce qui est connaissance par la narrativité. Donc d'un côté, le sens commun qui dit tout ça, en gros, si on traduit, c'est l'histoire, la philo, les lettres, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est de faire de la technique et de la science. Et puis Brunner à côté, qui est quand même un scientifique de renom, de très haut niveau, qui dit on ne travaille pas, l'école ne travaille pas la pensée narrative. Donc oui, le discours de sens commun, ça serait qu'on n'apprend que par la démarche scientifique. Et pourtant, si on réfléchit un peu, c'est par des narrations, le théâtre, le cinéma, le théâtre peut-être pas beaucoup, mais le cinéma, la littérature, la presse, la conversation, qu'on sait beaucoup de choses, beaucoup de choses sur les autres, sur nous-mêmes, sur la manière de conduire notre vie, une grande part sur notre usage de la langue, notre usage de soi, notre usage des autres. Et finalement, une grande partie de notre identité nous vient de cette confrontation permanente avec des narrations de toutes parts et de toutes sortes. Qu'est-ce que c'est que la pensée narrative? Si on développe un peu, Brunner dit le récit, c'est le lieu de l'élaboration des significations. C'est par le récit que l'enfant s'inscrit dans la culture. Alors, c'est une vision culturaliste, bon, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais dire que c'est par la pensée narrative, c'est dire que c'est par les récits que nous produisons. Quand nous parlons, quand nous racontons, quand nous écrivons, nous n'écrivons pas forcément beaucoup, qui sont des exercices de construction langagière, donc des exercices de pensée. C'est par les récits que nous entendons, ou lisons, ou voyons, et dans lesquels nous entrons, et que nous allons reprendre, reconfigurer, modifier, contester, intégrer d'une façon ou d'une autre, dans une autre narration. C'est par tout cela que nous savons quelque chose de notre existence. C'est par tout cela que nous savons quelque chose de la place que nous occupons dans le monde. C'est-à-dire des sentiments, des relations, des désirs, des pouvoirs qui nous animent et qui nous font agir. On passe sa vie à se raconter des histoires, avec l'ambiguïté, l'ambivalence de cette expression. C'est ce qu'on raconte à autrui, c'est ce qu'on se raconte à soi-même pour glorifier nos réussites, pour masquer nos échecs, pour cacher nos misères. C'est notre capacité à verbaliser notre expérience, tout cela. C'est notre connaissance, notre expérience, mais aussi nos connaissances, nos émotions, nos désirs, etc. Se raconter des histoires, ça veut dire se raconter ce qui est, ce qu'on a vécu, ce qu'on vivra, ce qu'on est. On en fait une histoire par le simple fait de le raconter. On mêle ce qui est avéré avec ce qui est inventé, ce qui est imaginé, ce qui est pensé. On mêle continuellement le vrai et la fiction. La moindre conversation que vous avez, vous allez au retour chez vous le soir, en reprendre un bout, l'intégrer à une autre narration, le relier à d'autres événements que vous avez vécus,
Alors c'est ça la narrativité, la capacité à raconter. Si on détaille un peu, je pense que c'est d'abord d'écrire. C'est d'abord d'écrire ce que j'observe, ce que j'imagine, ce que je pense. C'est sélectionner, évidemment. C'est combiner. C'est rajouter. C'est rapprocher, c'est mêler à d'autres éléments, d'autres événements. C'est en faire un récit et peut-être une intrigue. Peut-être une intrigue. Ce que vous avez vu dans le tram tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous allez peut-être le mêler avec quelque chose d'autre qui n'avait aucun rapport avec ce que vous avez vu dans le tram, mais ça fait intrigue, et ça fait récit, et ça fait narration, une narration qui tient quand vous allez retrouver vos proches. Et puis ils vont vous dire, oh bah, aujourd'hui t'es sombre, hein. Oh bah, ou alors aujourd'hui t'es tout joyeux, voilà, par le fait que vous ayez mis en relation des choses qui n'en avaient pas. Donc, mettre en correspondance cette histoire-là, cet événement-là, cette chose-là, avec une autre, c'est entrer en délibération, c'est-à-dire c'est entrer en pensée. Je réponds là un petit peu à tous ceux qui peuvent dire il n'y a de connaissance que par la voie scientifique. Je pense que cette façon d'entrer dans la narration, de voir la narration, nous fait comprendre que par la narration, par la narrativité, par le fait de raconter des histoires et d'en entendre beaucoup et d'en capter beaucoup, eh bien ça nous fait entrer en pensée. C'est ainsi que naissent les histoires, c'est ainsi qu'on se raconte des histoires, et c'est ce que nous faisons sans cesse. Sans cesse, et puis on attrape, on accroche, ou on laisse passer, on agglutine les éléments, on retient, on circule entre des expériences ou des textes au sens le plus large possible de texte. Hein. Je n'entends pas seulement texte littéraire ou texte de presse, le texte de ce que je peux me raconter, de ce que j'ai vu dans cet après-midi, par exemple. On recompose, on oublie. On peut se poser la question, pourquoi on retient, pourquoi on oublie? La réponse qui me vient, c'est qu'une narration ne fonctionne, n'est audible, que si elle est de dissensus. Contrairement à la démarche scientifique qui est à la poursuite du consensus, on se met d'accord, on a vérifié, on a validé des hypothèses, et on a un accord. Je pense toujours à des élèves, à mes élèves que je pouvais avoir. Hein. Voilà. Dans la narration, ce qui va être audible, ce qui va être retenu, c'est ce qui n'est pas comme le reste. Et c'est exactement l'expérience que vous faites quand vous lisez des romans. Vous avez déjà lu 1000 fois des romans où l'homme dans un couple, où la femme s'en va et puis d'autres histoires surviennent. Je pense à un livre que j'ai lu il y a quelques années de Anne Serre qui s'appelle Les débutants, je crois, qui parle d'une histoire des plus banales, je veux dire, traitée par la littérature 1000 fois. Un couple, et puis la femme rencontre un autre mec, et puis voilà. Eh bien, ce bouquin me retient mon attention, me marque. Alors après, parce que j'aime l'écriture, je suis tenté de chercher les moyens littéraires. N'empêche qu'il y a ça fait dissensus. Ce n'est pas le discours de tous les jours. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je pense qu'une narration, elle me remue, elle me secoue, elle m'attrape, elle me bouleverse, si elle me fait entendre ce que je n'ai jamais entendu, même si c'est sur un sujet dont j'ai déjà parlé et sur lequel j'ai déjà entendu 1000 choses. Alors maintenant, un petit peu techniquement, vous me dites, il ne faut pas que je dépasse, j'ai encore combien de temps? 10 ? Oh, ça va être court. Qu'est-ce qui se joue dans la pensée narrative? Je reviens sur mon territoire, de l'école. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Pourquoi l'école devrait-elle cultiver le mode narratif? Et à mon sens, beaucoup plus qu'elle ne le fait. Je ne vous cache pas, je travaille à l'ESP, à l'université, et je suis très frappé de la très grande faiblesse du travail langagier, et en particulier d'écriture en classe. La très grande faiblesse qui tient à des tas de raisons qu'on ne va pas exposer ici. Mais en tout cas, je me pose la question, pourquoi faudrait-il que les élèves apprennent à appréhender ce qui se trame, à appréhender et à construire avec ce qui se trame dans les récits? Pourquoi faudrait-il tant d'attention au fait qu'ils apprennent à s'orienter à travers des significations multiples? C'est ça
On vit dans un océan de récits, écrit quelque part Brunner. Donc il faut arriver à s'orienter, à circuler dans cet océan de récits et à appréhender des significations multiples. Alors il y a 2 ou 3 raisons techniques, et puis ensuite je vais passer à quelque chose de très concret en classe. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça peut être, faire écrire des élèves en classe. Voilà. Explication un peu technique que les psychologues ont développée, Jean-Paul Broncard par exemple, c'est que dans l'activité langagière, il se passe quelque chose de l'instauration du sujet dans le processus social, bien sûr. Je ne vais pas développer les choses, mais l'individu s'institue comme sujet. Et puis aussi, Broncard dit, le langage devient un discours à l'égard de soi-même, un instrument d'action sur ses propres représentations. C'est-à-dire que lorsque je parle ou lorsque j'écris, vous en avez tous fait l'expérience comme moi, dans un groupe, dans un petit groupe, dans un grand groupe, ce que je dis bute plus ou moins sur autrui, ça me renvoie des choses et ce que j'ai prononcé devient un instrument d'action sur mes propres représentations. Voilà, instauration de soi comme agent dans le processus de construction de soi, dans le processus social, mais aussi dans le processus de construction de soi. Deuxième point un peu technique, c'est ce que Paul Ricoeur appelle l'événementialisation du réel. L'événementialisation du réel, c'est très simple à comprendre, ce mot est compliqué, mais c'est très simple à comprendre. Nous vivons notre expérience de chaque jour, c'est un continuum, c'est un machin qui est comme ça, hein, c'est-à-dire que je descends de ma voiture, je prends le tram, je vois des gens, je repère pas, et puis j'arrive ici, voilà, et là je suis dans un événement. N'empêche que si je veux raconter, par exemple, que lorsque j'étais dans le tram tout à l'heure, une femme avec un berceau s'est montrée absolument insupportable avec une étudiante qu'elle devait juger plus jeune et plus belle. Elle l'a insultée, injuriée, alors qu'il ne s'était rien passé. Si vous voulez, des trucs comme ça, on en voit tous les jours. C'est ça le continuum. Et puis, si je m'avise de raconter la chose, alors j'événementialise, c'est-à-dire je découpe avec mes ciseaux de la narration, dans le continuum, je mets un début et je mets une fin. Et j'événementialise, donc je crée un événement. Et un événement, je vais pouvoir le mettre en relation avec un autre événement, je vais pouvoir construire un récit, je vais pouvoir faire appel à des événements que j'ai vécus, dont j'ai lu le récit, que j'ai vu au cinéma, etc. Bref, il y a là-dedans quelque chose qui se passe qui permet à partir du moment où les événements sont identifiables, désignables, à partir du moment où la narration événementialise le réel, où elle trace des suites d'événements, alors on crée de la signification. En reliant un événement avec un autre, on crée de la signification. Donc ça, l'événementialisation du réel. Troisième point un peu technique, que développe également Ricoeur dans ce livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre », c'est la polémique avec les normes, ce qu'il appelle la polémique avec les normes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est très simple aussi. Il veut dire que dès l'instant où, il ne parle pas de ce qu'on raconte soi-même, il parle de l'écriture narrative de fiction, hein, dès l'instant où on raconte quelque chose, on évalue des actions et des personnages, on porte jugement. Autrement dit, la narrativité, dit-il, est propédeutique à l'éthique. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique qui se joue dans le simple fait de raconter une histoire, de raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'ai raconté ce micro-événement de la femme avec son berceau, je suis déjà dans le jugement et vous avez déjà perçu quelque part que je prends position. Autrement dit, que j'opère un réglage par rapport à ce qui est autorisé, pas autorisé dans le social, dans la sphère sociale. Ricoeur écrit « La littérature est un vaste laboratoire où sont essayées des estimations, des évaluations, des jugements d'approbation et de condamnation. » C'est ce que vous faites quand vous allez au cinéma. Vous vous sentez plus proche, en racontant l'histoire que vous avez vue de ce film, de tel personnage ou de tel autre. Ah, tel autre, vraiment, je le trouve infect dans son comportement. C'est tout le temps ça, on fait ça tous les jours. Et même quand on raconte une histoire infiniment plus banale que ce qu'on peut avoir à raconter d'un film, on est dans ce travail
d'éthique, de préliminaire à l'éthique, si on peut dire, hein, ou d'éthique non formulée. Donc c'est au travers des histoires et des récits que se construisent les liens et les contraintes sociales. Et je dirais que c'est au travers des récits et d'histoires que se construit l'identité personnelle. Alors je vous vois venir, l'identité, la totémisation de l'identité, non. Parce que je prends l'identité dans un sens que j'aime beaucoup, qui est formulé par François Dubé dans les termes suivants. Les identités ne sont pas des êtres, des natures, mais des tensions et du travail, celui que les individus réalisent sur eux-mêmes afin de se construire. Magnifique, non? Tout le programme de l'éducation. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai passé ma vie à faire travailler mes élèves en écriture. C'est à la fois passionnant, ce que j'essaie de développer auprès des étudiants. Rien n'est plus passionnant et rien n'est moins ingrat que ce travail sur l'écriture. Et maintenant, je vais vous faire part d'une expérience pour vous faire comprendre où ça se joue, ce travail d'apprentissage de la scripturalité narrative à l'école. Moi, j'ai travaillé avec des CE2, CM1, CM2, donc entre 9 et 11 ans, disons, grosso modo. Hein. Juste un petit mot encore, c'est que l'écriture est reconnue comme étant quelque chose d'extrêmement difficile à l'école. Depuis Jules Ferry, quand on regarde attentivement, et je me suis livré à cette étude longuement, quand on regarde les textes depuis Jules Ferry, à chaque fois, on dit l'écriture c'est compliqué, c'est difficile et on n'y arrive pas. Alors je vous fais part d'une expérience maintenant. Imaginez-vous dans une classe de CM1. Dites-moi. Oh, il me terrorise. Bon, une classe de CM1. Une classe de CM1 tout à fait normale. Bon, les élèves ont vécu un événement tout à fait banal, une course de fond, un cross la veille. Et la maîtresse que j'observais, voilà, j'étais venu pour lui donner des conseils, elle leur demande de raconter le cross. Voilà, d'écrire, séance d'écriture, et puis elle dit expression écrite. Donc expression écrite, moi j'entends qu'on s'exprime, qu'il y a quelque chose de personnel, qu'il y a un regard, qu'il y a une vision là-dessus. Et puis elle leur dit, attention, il va falloir bien utiliser les connecteurs temporels. Donc on fait une liste de connecteurs temporels au tableau, et les connecteurs temporels auparavant, avant que, voilà, tout un tas de mots comme ça. Donc les élèves regardent, bon, et ils sont braqués sur les connecteurs temporels. Ils ont tout de suite une passion immédiate pour l'écriture, évidemment. Hein. Et la question que je me pose immédiatement, alors elle vient me voir, elle me dit, bon, c'est sur les connecteurs temporels, et je pense dans ma tête, oui, on va assister à quelque chose qui va être difficile. Et je me dis, et les élèves se le disent, je vois leur attitude, ils traînent des pieds, ils tournent la tête, ils se tournent les uns vers les autres, les soupirs, les pieds raclent le sol, les positions se cherchent, ne sont pas bien, voilà, parce qu'ils savent pas. Ils ne savent pas s'ils ont affaire à un exercice ou s'ils ont affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'autre chose, d'une narration. Cette narration qu'ils sont capables de faire en partie de façon très, très vaseuse, très mal foutue, dans la cour de récré, en se racontant des choses. Là, il faut passer à autre chose. Sauf que l'écran des connecteurs temporels bloque tout, évidemment. Donc, ils murmurent, ils se retournent les uns vers les autres, ils évoquent des choses, parce qu'évidemment, ils n'ont pas été insensibles au cross, ils ont aimé cette expérience, mais ils se rendent compte que l'expérience à laquelle ils vont se livrer là, c'est-à-dire de le raconter avec les connecteurs, ça va être bien plus chiant que de vivre l'expérience qu'ils ont vécue dans le cross la veille. Cette expérience, elle a été vécue collectivement. Mais là où on doit intervenir, ça c'est le métier du prof, c'est de transformer ça en une expérience singulière pour chacun. Et de cela, rien n'est dit par la maîtresse. Rien de cette singularité des expériences personnelles. Or, ces expériences, elles sont toutes différentes. Elles sont la matière de ce que les élèves, de façon très informelle, sont capables de se raconter dans la cour de récré. Moi, j'ai eu mal aux pieds. Moi, je me suis cassé la figure dans la flaque de boue. Il ne parle plus du déroulement chronologique du cross, du premier. Il n'y en a qu'un qui est arrivé premier, les autres s'en foutent. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme texte? Je me promène dans la classe, je vois des textes. La descente de bus, on va dans le vestiaire, on met le short,
coups de sifflet, des marrages, voilà, des textes absolument nuls, évidemment. C'est-à-dire rien, absolument rabougri, dégarni, il n'y a rien de l'expérience personnelle, il n'y a rien de la narration, il n'y a rien d'intéressant, ils se ressemblent tous. Il y a une grande misère d'expression, une grande misère langagière là-dedans. Et ce qui me frappe surtout dans ces cas-là, c'est qu'il y a beaucoup moins que dans ce qui se raconte au moment de la récré, alors qu'il devrait y avoir beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, on fait en sorte, la maîtresse, là, elle fait comme si chacun avait vécu la même chose. On va atteindre rien du tout. Or, est-ce qu'ils ont vécu la même chose ? Est-ce que celui qui a gagné la course, il a vécu la même chose que ceux qui étaient dans le groupe de tête mais qui ont perdu, que ceux qui étaient à la peine parmi les derniers, que ceux qui ont dû jouer des coudes contre ceux des autres écoles qui voulaient passer devant, que ceux qui en ont poussé d'autres, que ceux qui ont pris des crises d'asthme, que ceux qui se sont cassés la figure dans la flaque de boue, que ceux qui ont supporté des moqueries, tous ont des expériences très différentes, extrêmement différentes. Et puis, dans ceux qui sont tombés dans la boue, il y en a qui se sont réjouis. Et puis, il y en a d'autres qui en ont pleuré. Ils n'ont pas les mêmes expériences non plus. L'événement est donc partagé, mais ce que chacun vit de l'événement est extrêmement différent de ce que les autres vivent. C'est ce que nous connaissons tous dans notre propre vie. On connaît un événement avec nos proches, avec nos amis. On se rend compte après qu'on n'a pas vécu la même chose. Des fois, on se dit, mais t'es sûr qu'on était au même endroit ? Eh bien, ça, il faut le reconnaître. Et il me semble que c'est par ça que ça commence, la question de la narration, de l'écriture narrative. Reconnaître que l'expérience narrative, l'écriture narrative, elle peut être une occasion d'élaboration de l'expérience personnelle et de l'expérience propre. D'élaboration. Si la maîtresse ne fait pas appel à cette expérience, si elle ne met pas en exergue la singularité de l'expérience de chacun, alors il n'y a aucune chance que ça arrive dans les textes. Et si ça n'arrive pas dans les textes, oui, je vais essayer de faire vite, si ça n'arrive pas dans les textes, on a des textes qui sont très pauvres, et surtout on a quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on dégoûte les enfants de l'écriture. Et c'est ce qui se passe, on les dégoûte de l'écriture. C'est-à-dire, pourquoi on irait s'embêter à écrire un texte ? Le cross, on l'a vécu, c'était bien mieux quand on l'a vécu, hein. Pourquoi on va aller faire un texte et en plus en mettant des connecteurs dont on n'a rien à faire ? Moi j'écris, je n'ai jamais pensé aux connecteurs quand j'écrivais, si vous voulez. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler là-dessus, attention, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est une autre partie dans la journée de classe ou dans la semaine de classe. J'essaie d'aller vite puisqu'on me presse, très 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 vite. Ce qu'il faudrait faire, je vous dis en 2 mots ce qu'il faudrait faire, et ce que je faisais. C'est que je mets en exergue l'expérience personnelle. Je le mets en exergue, il ne suffit pas de dire je mets en exergue ou en évidence l'expérience personnelle, racontez votre expérience personnelle. Il ne suffit pas de faire ça. On les met en écriture. Et puis, stop, silence. Maintenant, on se tait, on pose les crayons, on repousse sa feuille. Toi, tu comptes parler de quoi ? Toi, moi je vais parler de ça. Et puis ça y est, ça s'enclenche, ça s'autorise, si vous voulez. C'est-à-dire que les élèves acquièrent autorité sur quelque chose, c'est-à-dire ils vont s'en faire auteur de quelque chose qui est un petit fragment de leur expérience, mais qui acquiert une légitimité par le fait que je donne la parole. Vous voyez, que je donne la parole au groupe et que chacun s'aperçoit que, oui, que c'est pas si nul, que ça a de l'intérêt et que toute expérience, aussi minable puisse-t-elle paraître au début, est légitime. Qu'il n'y a rien de nul là-dedans, que tout est légitime. Et ça, une fois qu'on a mis en évidence cela, c'est-à-dire qu'on a autorisé le parcours de chacun, la narration qui va être très personnelle de chacun, une fois qu'on l'a autorisé, alors on les met en écriture. Et là, c'est le silence. Et puis après, on va faire de la lecture, des textes, au bout d'une demi-heure, et on va voir qu'on a des textes qui sont tous différents. Et alors là, les élèves, ils vont être passionnés. Ils vont être absolument passionnés, là. Je parle avec 35 ans d'expérience en classe. Et jamais j'ai eu des élèves qui se plaignaient des moments d'écriture. Jamais. Vous voyez ? Et ça, malheureusement, c'est très compliqué à faire. Ça paraît un peu simple, mais c'est quand même assez technique, c'est quand même assez compliqué. Il faut avoir soi-même quelque intérêt pour l'écriture, pour la littérature, parce qu'on est dans la littérature. Hein ?
On est dans la littérature au sens où on est dans l'investissement du sujet dans son texte. Vous voyez ? Je parle évidemment d'écriture narrative, là. Il y a plein d'autres domaines de l'apprentissage de l'écriture qui ne relèvent pas de l'écriture narrative en classe. Alors, je finirai juste, parce qu'il faut que j'aille vite, je finirai très, très vite sur 2 points. Premier point, vous avez inévitablement, je ne sais pas, il y a peut-être bien des enseignants j'allais dire dans la classe, dans l'amphi. Vous allez avoir, vous faites lire les textes, les débuts de texte, vous faites lire les débuts de texte. Cette plage était magnifique. Vous voyez, l'élève, je ne sais pas, où cette forêt qu'on a traversée dans le Cross, si on revient à notre histoire de Cross, était magnifique. Magnifique, ah bon ? On donne, c'est quoi magnifique pour toi ? C'est quoi magnifique pour toi ? C'est, tu vois, le mot magnifique n'a aucune signification, aucun contenu. C'est une boîte, on s'accorde sur cette boîte, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, plutôt que l'adjectif magnifique, tu vas le virer, mais par contre, tu vas décrire. Et la narration, ça commence par la description, je crois. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, pour finir, pour aller très, très vite, on pourrait me dire, on atteint ou on construit la singularité. La singularité, la norme, le commun, n'est-ce pas ? C'est le thème. Alors, le commun, c'est quoi là-dedans ? Eh bien, je crois que c'est le fait que dans une société d'individus, chacun est singulier, chacun voit, chacun perçoit, chacun entend, chacun ressent, chacun éprouve à sa façon. Et que ça, c'est le commun qu'il faut partager. Il faut que les élèves en viennent à partager cette idée que lui, il n'a pas vécu la même chose que moi, qu'il n'a pas ressenti la même chose que moi. Il y a aussi cette question qui se joue dans l'écriture narrative. Je vous remercie. J'ai été un peu rapide. Est-ce que vous seriez d'accord avec le fait de dire qu'au fond, vous insistez beaucoup dans le travail dont vous nous avez parlé sur le fait d'emblée viser la singularité de chacun de vos élèves, mais en les soumettant, en passant par la norme, alors que le modèle plutôt ancien était inversé. Il fallait la norme. Avec un peu de chance, vous arriverez à votre singularité. Enfin, ce que j'entends, moi, c'est que vous allez les chercher dans leur... Absolument. Voilà. Je suis lecteur d'Ehrenberg, de vous, de Oui. travaux comme cela, qui me font comprendre, oui, et puis de Tocqueville, qu'on est dans une société des individus, et que cette société d'individus, qu'on trouve ça bien ou qu'on ne trouve pas ça bien, on est là-dedans. Et je pense qu'on a à construire l'individu. C'est pas moi qui le dis, c'est depuis Jules Ferry. On a à individuer la personne depuis l'école primaire, bien sûr. Je le pense, oui. Et je pense qu'aller chercher cette singularité de la perception, du regard, de la vision, c'est extrêmement important parce que dans ce travail, on pourrait se dire, oui, mais ce travail d'écriture, c'est les apprentissages langagiers. Il n'est question que des apprentissages langagiers. Mais bien sûr que non. Je n'arrête pas de dire à mes étudiants, on est dans la culture, parce que la culture, c'est d'abord le langage. Et la culture, c'est évidemment la relation aux autres, le regard que j'ai sur les autres, l'échange que j'ai avec les autres, et tout cela s'inscrit, ce modèle se conforme dans le langage. Merci. Je vais peut-être demander... un petit mot, monsieur Lebrun. Oui. Oui. Non, je veux bien, mais... Non, ça va très vite. C'était pour faire lien un petit peu entre les deux interlocuteurs. Il me semble que là, il y a quelque chose qui s'entend, en tout cas, moi je l'ai perçu comme ça. Ces deux interlocuteurs, dans leur passion, ça c'est une passion commune, c'est-à-dire très engagée, et ça fait plaisir à voir, décrivent un temps fort qui surgit et advient. Et j'entends, c'est le sujet qui advient. Alors là, je voudrais m'adresser un petit peu à vous, pour voir ce que vous entendez sur l'événementialisation du réel. Ça, évidemment, ça pose à l'analyste que je suis une interrogation. Alors, quand vous dites l'événementiel, on va créer des significations, est-ce que vous voulez dire que cette dimension du réel, qui finalement, dans les deux cas particuliers, s'est entendue et fait signe de l'horreur, elle va trouver des moyens de savoir y faire avec ce réel pour pouvoir le supporter, ou bien vous risquez par les significations de boucher la créativité. C'est quelque chose qui, pour moi, pose question, si vous voulez. Hein. Si vous faites du réel événementialisé quelque chose qui s'entend par les significations, vous n'êtes plus dans la dimension du réel. Voilà.
Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas les références en psychanalyse pour cela, hein. Je vous l'avoue. Non, mais Ce que je veux dire, c'est que c'est l'impossible, si vous voulez, c'est l'impossible à dire. Vous êtes en quête de l'impossible à dire, mais dès que vous y mettez de la signification, vous quittez la scène de ce magnifique exposé que vous venez de faire. Excusez-moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean Roule, parce que je trouve aussi que vous faites bien entendre que en allant chercher la singularité de l'élève, il y a quelque chose du réel qui est... Mais bien sûr, je crois que ce sont les mots. Je suis sûr que nous sommes d'accord. Hein, ce que je veux dire, s'il y a des analystes là, bien sûr, je ne peux que souligner cette dimension-là. Et quand vous êtes dans la dimension de l'horreur, pour moi, vous savez toujours trouver le moyen de savoir y faire à la dimension du réel pour la créativité. Et vous amenez le sujet au bord de cette étape de l'impossible, à dire, finalement, là où les mots ne peuvent pas parler, Il donne les moyens de l'aborder. il donne les moyens de l'aborder. Vous arrivez à l'essentiel de la psychanalyse qui permet justement à savoir y faire pour chacun avec son impossible. Voilà. Oui, là je vous entends tout à Voilà. fait. Et une des choses qui me détermine dans mes engagements d'enseignant depuis toujours, c'est que je viens, comme beaucoup d'entre nous, très certainement, de familles silencieuses. J'ai, me semble-t-il, fait un travail sur la question de la verbalisation, de la parole, et je pense que ça, pour avoir côtoyé beaucoup d'élèves qui sont murés dans le silence, ou qui ne disent que des choses toutes faites, par la télévision parfois, même pas par les parents, par la télévision. Il y a beaucoup de familles où il n'y a pas de parole. Et c'est pas métaphorique quand je le dis, c'est pas de parole. Voilà. Et donc je pense que ce travail sur la verbalisation, qu'elle soit à l'oral, qu'elle soit à l'écrit, est un travail essentiel de constitution de l'individu comme sujet. Tout à fait. Mais tous les deux, on a entendu ça chez tous les deux. Je ne vous ai pas agressé, au contraire. Hein. Non, je suis venu vers vous pour dire que mon langage rejoint le vôtre, en définitive, même s'il peut apparaître comme différent. Et des deux interlocuteurs, justement. Oui. Il y a quelqu'un qui veut... Alors oui, moi j'aurais simplement une petite remarque, c'est pas vraiment une question. Ça fait pour moi beaucoup écho cette histoire de narration. En fait, ça me rappelle pas mal de choses que j'ai pu lire de Boris Cyrulnik, entre autres, avec la résilience. Et ce que je note d'assez important dans la capacité à narrer son histoire, c'est là, pour moi, ce que j'ai retenu notamment de son livre, c'est la capacité à pouvoir retenir, à pouvoir se raconter, donc avoir... Je reviens à ce que vous disiez, monsieur Luc Baptiste, sur le fait d'avoir un sentiment d'identité. Pouvoir se narrer, c'est pouvoir choisir dans ce qu'on observe, dans ses perceptions, choisir ce qui est important pour nous au fil de son histoire, et peu importe si c'est partiel, parce que retenir tout le réel, ce serait insupportable et c'est impossible. Donc nous choisissons, et je trouve ça effectivement très pertinent d'apprendre ça à des enfants, puisque très jeunes, ça leur permet de se singulariser, d'apprendre à connaître leurs propres valeurs, qui décident, qui donc est dans un champ de possibles infini. Ils choisissent ce qu'ils ont envie d'être en retenant, en pouvant narrer partiellement ce qu'ils ont connu et donc pouvoir le retenir au fil des ans. Et Boris Cyrulnik parle beaucoup en fait des événements traumatiques, un acte traumatisant ou une période pendant l'enfance, etc., qui n'arrive pas à nommer, qui n'arrive pas à raconter et qui peut être un frein à une guérison potentielle, par exemple. Ça me faisait penser à ça, voilà, au traumatisme qui des fois empêche le sujet de se raconter. Et j'ai travaillé en prévention spécialisée avec des adolescents dans les quartiers. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, alors à travers l'écriture, mais surtout à travers la discussion, la conversation, à les aider à démêler les nœuds de leur histoire qui n'arrivaient pas. Ils se souvenaient de plein de choses, mais ils se souvenaient peut-être trop de choses et en même temps, ils n'arrivaient pas à s'identifier dans leurs souvenirs. Et parfois, mon travail, c'était de les aider
à pouvoir nommer ce qu'ils décident de choisir comme important et donc pouvoir avoir leur propre identité à travers ces souvenirs traumatisants. Alors, Oui. juste un mot, je ne suis pas sûr que les psychanalystes admettraient qu'on choisit réellement les éléments dans son parcours, mais en tout cas, il me semble que ça peut permettre aux élèves, ces petits humains en formation, de s'identifier, de se situer. Et moi, je l'ai vérifié beaucoup, ça. Et puis, je n'ai pas lu Cyrulnik du tout, mais Ricoeur dit on constitue son histoire à la manière d'un écrivain à la manière qu'un écrivain de constituer l'histoire d'un de ses personnages, si vous voulez. Voilà. Je voudrais qu'on arrête. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Oui, bon. Alors, Madame Carole Frey vient, et pendant qu'elle vient, je voudrais quand même rappeler que ce que vous évoquez de la narrativité, c'est une riposte qui est déjà inventée en médecine par rapport à la fameuse evidence-based medicine, hein, c'est-à-dire la médecine de l'évidence. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, Oui. vous en êtes avec ça, certainement, comme d'habitude, beaucoup moins loin que nous. Mais nous, la based medicine, notre ministre de la Santé, elle en fait une gloire. Mais c'est en train d'arriver en matière d'éducation aussi, hein, vous le savez. Non, on voit bien le processus. Donc, rien que le concept de narrativité là-dessus est une sorte d'antidote Absolument. à cette manière de foncer.